pour votre livre de préférence La Nuit. Félicitations. Merci. Bien sûr, vous êtes auteur, vous avez déjà quand même plusieurs œuvres à votre actif, mais vous êtes aussi animateur d'une émission de radio chez Ici Musique qui s'appelle Quand le jazz est là. Bien sûr, ça fait le lien quand même avec l'œuvre qui est aujourd'hui soulignée. C'est une œuvre qui fait quand même pas mal le tour de l'histoire du jazz des années 50, 60, 70. J'aimerais ça quand même parler de certains noms, en tout cas mentionner certains noms. C'est sûr que je ne ferai pas... peut-être je vais sûrement en oublier plusieurs. Vous avez Lee Morgan, John Coltrane, Oscar Peterson, Louis Armstrong, Billie Holiday, Miles Davis, Nina Simone, Chet Baker, James Brown, Marvin Gaye, Cole Porter. Moi, quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, il y a beaucoup de travail là-dedans. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de la genèse du projet. Ça vous est venu par votre émission? Est-ce que c'est comme ça que vous avez fonctionné? La genèse de cette idée-là, de ce roman-là, pas de roman, de votre essai. En fait, non. C'est un livre presque accidentel. En fait, le lien avec Radio-Canada, c'est qu'on m'avait demandé de monter une anthologie à partir des archives de concerts qui avaient été captés par Radio-Canada depuis 30 ans. Et donc, j'avais à écrire le texte de présentation de ce disque qui s'appelle « Les coups de cœur de Stanley Péan quand le jazz est là ». Et en voulant écrire le texte, je voulais citer un passage de Sartre sur le jazz, et je m'étais convaincu que c'était dans La Nausée. Alors, j'ai relu La Nausée pour ça, et j'ai pas trouvé la citation que je cherchais. J'ai été plutôt surpris de voir à quel point Sartre errait quand il parlait de jazz dans ce livre-là. Et là, j'ai écrit un texte qui est un des premiers du recueil, sinon le premier du recueil. Et donc, il n'y avait pas de livre encore en projet. J'avais simplement ce texte qui contestait le point de vue de Jean-Paul Sartre sur cette question du jazz. Puis j'étais assez content de mon texte, mais en même temps, je me disais, mon Dieu, ça peut avoir l'air prétentieux. Qui est Stanley Péan pour s'attaquer à Jean-Paul Sartre? Alors, je me suis dit, je vais le faire lire par quelqu'un de sévère qui me dira ce qu'il en est. La personne la plus sévère que je connaisse, c'est Robert Lévesque. Et donc, j'envoie ça à Robert Lévesque un dimanche matin, qui le lit, qui adore le texte et qui me dit, écoute, si tu en faisais une dizaine comme ça, on fera un livre dans ma collection. Sa collection, donc Liberté Grande chez Boréal. J'avais pas prévu de faire un livre, j'avais simplement ce texte-là, mais du coup, je me suis dit, ah bon, c'est intéressant. Et puis là, je dis à Robert, oui, ben j'en ai un aussi sur Bix Beiderbecke, qui est le deuxième texte du recueil. Puis tranquillement, je me suis mis à élaborer ce texte-là, en parallèle au fait que je travaille évidemment quotidiennement à raconter un peu l'histoire du jazz quand je fais tourner des disques à Radio-Canada. Mais c'est quand même une somme énorme de travail. Vous avez repris, vous avez quand même lu beaucoup, parce que vous faites quand même allusion à la méthode de travail que vous avez utilisée. Est-ce que vous êtes revenu dans ce que vous connaissiez le plus, ou dans vos amours, dans vos... vous êtes... Il y a beaucoup de retours dans les amours. Évidemment, mon intérêt pour le jazz remonte à mon adolescence. J'ai lu beaucoup, j'ai vu des films. Je suis les revues de jazz de manière régulière à cause de mon travail. Et donc, c'est sûr qu'il y avait une base qui était déjà là de connaissances. Donc, il fallait se replonger parfois, relire un roman, par exemple. Je pense à Le jeune homme à la trompette, sur la vie, inspiré de la vie de Bix Beiderbecke, justement. Mais donc, le travail s'est échelonné sur plusieurs années. Robert Lévesque a presque perdu patience à attendre le manuscrit, parce qu'entre le moment où je lui ai donné à lire Souffrir en mesure, le chapitre sur Jean-Paul Sartre, et le moment où je lui ai donné le texte complet, il s'est passé près de 4 ans. Donc, ça s'est fait comme ça en marge de mes autres activités. Ah, c'est intéressant. 4 ans, c'est quand même beaucoup. On parle effectivement là, de ce que vous connaissez bien, le jazz. Et d'emblée, vous dites à quelque part que le jazz, on peut l'associer beaucoup aux droits civiques des Afro-Américains, d'une façon pour eux de faire connaître leur histoire, mais aussi leurs revendications sociales. On parle des années 50, là, je veux dire, ça fait quand même quelques années. Oh, et même avant ça. Hein, même avant, effectivement. Même avant ça, dans le cas de Strange Fruit, une chanson emblématique de Billie Holiday, c'est la fin des années 30 à ce moment-là.
C'est important encore, cet aspect-là, quand on analyse le jazz, de l'analyser comme ça, avec cette réalité afro-américaine, américaine tout court, ou Ben, états-unienne. je pense pas qu'on puisse en faire l'économie. Je pense que n'importe quelle forme d'expression artistique est liée au contexte qui l'a vu naître. Et dans le cas du jazz, bien sûr, c'est la communauté afro-américaine, des gens qui avaient été réduits en esclavage, qui ont inventé ces musiques-là, le blues, le gospel, le jazz, tout ce qui s'est mélangé pour faire l'histoire de la musique populaire américaine. Il y a des œuvres importantes dans ces corpus musicaux-là qui, évidemment, sont directement liés à ce que vivaient les Noirs américains. Je viens d'évoquer Strange Fruit, mais c'est vrai de Fables of Phobos de Charles Mingus, c'est vrai de Serenade to a Boss Seed de Clark Terry. Donc, il y a des œuvres fondamentales et qui ont une portée historique, qui ont une portée sociale. Et donc, à travers les 4 chapitres où je retrace la progression, dire le jazz, ce n'est pas qu'une musique de divertissement, c'est aussi le véhicule de ces revendications-là et de cette histoire-là. Parce que vous mentionnez Malcolm X, les Black Panthers, vous allez parler de Martin Luther King. C'est un portrait, oui, vous racontez le jazz, mais vous racontez aussi la société américaine de ces années-là. C'est ça qui est fascinant dans cette œuvre-là quand même. Oui? Ben oui, parce que moi, je pense que c'est une part importante de l'histoire du jazz que de le lier à ce qui l'a vu naître. On peut écouter Alabama de John Coltrane en pensant qu'il a choisi le titre au hasard, mais il réagit à ce qui s'est passé quand le Ku Klux Klan a fait un attentat à la bombe qui a tué des jeunes filles à peine adolescentes dans une église de Birmingham en Alabama. Donc, il y a ça dans la pièce de Coltrane. Sinon, comme il n'y a pas de texte, il faut peut-être savoir pourquoi ça s'appelle Alabama et pourquoi il l'a composé à ce moment-là de sa carrière. Vous faites allusion quand même beaucoup au phénomène de la censure, notamment avec Rosa Parks, mais avec plusieurs œuvres, qui étaient quand même, c'était pas évident pour les gens, les jazzmen, les jazzwomen, de vendre ou de leur façon de voir les choses, mais aussi de parler de la réalité. C'était pas facile. Il y avait une part de censure qui s'effectuait. Ben évidemment, je veux dire, le pouvoir avait pas envie d'entendre la parole contestataire. Billie Holiday qui chante Strange Fruit, et elle le fait presque tous les soirs à un moment donné à New York, au Café Society, dont elle est la chanteuse vedette, se fait dire par son producteur de disques, John Hammond, qui pourtant est un homme progressiste, de gauche. Il lui dit, je crois que cette chanson n'est pas pour toi. Je crois que tu devrais laisser tomber ça. Une chose est sûre, Columbia ne la mettra pas sur disque. Et effectivement, la maison de disques a tenu son bout. On n'enregistrera pas Strange Fruit. Finalement, on a quand même laissé à Billie Holiday le droit d'enregistrer chez un autre label, une petite maison de disques indépendante, où elle avait une dérogation de son contrat exclusif, où elle pouvait faire quelques chansons ailleurs, et elle en a profité pour faire celle-là. Parce qu'évidemment, on se met à la place du public qui l'aime, qui l'adore, qui va l'écouter tous les soirs, et qui l'entend chanter cette chanson terrible sur une réalité, le lynchage des Noirs dans le sud des États-Unis. Et ne jamais retrouver cette chanson-là sur ses disques s'explique simplement parce que la firme Columbia a dit nous, on ne veut pas avoir de problème avec les autorités des États du Sud. Et cette histoire se répète déclinée de différentes façons dans le cas de Charles Mingus et dans d'autres cas tout au long de l'histoire du jazz. Avec les années, certains musiciens, certaines musiciennes se sont dissociés un peu de cette façon de voir le jazz. On a voulu peut-être faire un peu plus un jazz de divertissement, comme vous disiez un peu. Est-ce que c'était important pour eux autres d'aller chercher peut-être ou de se dissocier de la négritude, du colonialisme, de toute cette époque-là, puis peut-être montrer qu'il y avait je suis noire et je suis fière de l'être, il me semble que c'est à peu près ça. Il y avait comme une revendication d'une façon d'être qui était autre que celle l'asservissement, si on peut dire. Je crois que ça prend une place importante aussi dans le livre. Mais je pense que il y a personne qui se dissocie autant qu'il n'y a pas la nécessité toujours de prendre position sur cette question-là. Si on prend, par exemple, Wynton Marsalis, qui présentement est le jazzman le plus en vue, c'est le directeur du Lincoln Center à New York, c'est un trompettiste, chef d'orchestre qui a fait des disques depuis 40 ans qui se sont extrêmement bien vendus.
il est le seul compositeur de jazz à avoir reçu le Pulitzer pour une œuvre, et c'est un oratorio qui porte sur l'esclavage. Mais c'est vrai que si on prend l'ensemble de ses disques, il n'en est pas toujours question, mais il ne s'est pas dissocié autant que je ne crois pas qu'il ait senti la nécessité de l'aborder à chaque fois qu'il prenait le micro. Et c'est également le cas pour Billie Holiday, c'est également le cas pour Louis Armstrong, tous ceux qui avaient pris à un moment donné ou un autre la parole sur cette question-là n'ont pas réduit leur carrière à cette seule question-là, mais je pense que c'était important, en tout cas pour moi qui étudie le jazz comme quelqu'un qui l'écoute et qui s'y intéresse, de souligner qu'il y a ça aussi. Parce que le divertissement, c'est la première chose qui nous saute aux oreilles. C'est une musique qui a été une musique de danse, c'est une musique qu'on va écouter en concert et qu'il y a des festivals, on est dans la rue à applaudir les artistes. Donc, le divertissement, il est présent, mais c'est juste de dire oui, il y a une autre dimension également. Dans votre livre, vous faites souvent référence à deux maisons, deux écoles, ou en tout cas pas. Mais est-ce que c'était complémentaire, Blue Note et Motown, ou est-ce qu'il y avait une rivalité entre les deux? Est-ce qu'on pouvait être... est-ce qu'ils se rejoignaient finalement, ou c'était comme deux univers très différents? Mais c'est très différent dans la mesure où Motown touche un peu au jazz, mais est essentiellement la maison de disques qui a poussé la musique soul, donc une certaine chanson populaire nord-américaine, Diana Ross et les Supremes, Marvin Gaye et compagnie. C'est donc ça. Mais évidemment, ils ont fait des disques de jazz. Ils ont même eu, à un moment donné, une collection clairement identifiée Mo Jazz, donc le jazz de Motown. Alors que Blue Note, qui est une maison de disques peut-être pas purement jazz, c'est pas un beau mot, c'est pas un bon mot de dire purement, parce que le jazz, c'est un mélange en soi. Mais je veux dire, c'est une maison qui s'est affirmée d'abord avec le jazz de la Nouvelle-Orléans et qui a pris les devants de la scène dans les années 50 avec le hard bop, avec le soul jazz. Et donc, mais elle est davantage axée sur le jazz. Aujourd'hui, bon, Blue Note, appartenant à une grosse compagnie, c'est devenu simplement un label parmi d'autres, mais à l'époque, c'était une petite boîte dirigée par des gens qui avaient une idée très, très précise de ce qu'ils voulaient faire, des artistes qu'ils avaient envie de signer. C'est un label qui est fondamental dans l'évolution du jazz. Quand on lit votre livre aussi, on s'aperçoit qu'on associe beaucoup le sexe, la drogue, la toxicomanie, à un monde de jazz. Est-ce que c'était intrinsèque ou est-ce que c'était fortuit? Est-ce que ça allait de pair, tout ça, là? Ben, je pense que, bon, d'abord, évidemment, il y a une grosse charge sexuelle, une grosse charge sensuelle dans le jazz, d'abord et avant tout. C'est pas un hasard. Cette musique-là parle des sens, cette musique-là appelle au sens. Maintenant, pour ce qui est de l'alcool, la toxicomanie, ça, c'est la vie des musiciens de l'époque. Est-ce que c'est encore la vie des musiciens d'aujourd'hui? Ça, on faudra faire l'étude de ce qui se passe maintenant, mais beaucoup des musiciens, disons, de la génération de Louis Armstrong ils sont dans les boîtes de nuit très tard, ils consomment de l'alcool, donc ça fait partie de leur vie, ça fait partie du mode de vie du jazz. La drogue va entrer là-dedans aussi et elle est plus associée en ce qui concerne l'héroïne, disons, au jazz moderne. On voit Charlie Parker avec l'aiguille, Miles Davis et compagnie. C'est pas absolument nécessaire à l'existence de cette musique, mais il se trouve que les musiciens qui l'ont faite ont souvent eu des problèmes de toxicomanie. Et encore là, quand on parle de manière documentaire de ces univers-là, on ne peut pas passer à côté du fait que ces musiciens-là, beaucoup d'entre eux sont morts de leur consommation. Donc, ça fait partie des données. Tu vois, on prend quelqu'un comme Lee Morgan, c'est pas ce qui l'a tué, c'est sa copine qui l'a tué, mais il était avec cette femme qui l'avait aidé à s'affranchir de l'héroïne. Donc, l'héroïne est une donnée dans cette histoire-là. Donc, sans vouloir glorifier, je ne pense pas que je voulais glorifier un mode de vie ou quoi que ce soit, mais c'est simplement l'œil documentaire dit, bon, il faut aborder aussi cette question-là quand on parle de cette musique-là. C'était inévitable, finalement, d'en parler. Comme de parler, vous venez de faire allusion au phénomène de violence conjugale. Il y a quand même un rapport homme-femme assez difficile là, par bout. Ben, je pense que c'est l'histoire de nos sociétés. On ne pourra pas dire que seuls les jazzmen vivent des problèmes de violence conjugale. Il se trouve que ça existe là aussi. Billie Holiday était une femme
malheureuse, une femme qui vient d'un milieu très modeste, très pauvre, violée enfant, placée dans une école de réforme, qui s'est prostituée avant d'avoir la carrière qu'elle a eue. Et ça laisse des traces, ça laisse un rapport particulier aux hommes qui est celui qu'elle avait, au Billie Holiday, qui était, je crois, qui devait souffrir de dépendance affective, qui était souvent avec des hommes qui n'étaient pas bons pour elle. Et ça, il y a des échos de ça dans sa musique. Les chansons qu'elle choisit de chanter, certaines d'entre elles, bon, en dehors de Strange Fruit, il y a beaucoup de chansons de Billie Holiday qui sont sur des histoires d'amour tragiques, tristes. Elle chante Mon homme, qui est emprunté au répertoire français. C'est devenu My Man aux États-Unis, mais ça décrit une relation abusive. Dans My Man, Billie Holiday, c'est pas elle qui a écrit le texte, mais elle accepte de chanter ça. Elle dit « J'aimerais mieux qu'il me batte qu'il me laisse ». Donc, il y avait ça dans cette chanson-là à l'époque. Est-ce que, parce que dans De préférence la nuit, on voit aussi beaucoup l'importance du cinéma. Puis il n'y a à peu près pas un grand jazzman qui n'a pas été, si on peut dire, glorifié d'une manière ou d'une autre dans un film, mais souvent on changeait beaucoup, quand même beaucoup, l'histoire, où on adaptait, si je peux dire, la réalité de manière à faire un film peut-être plus intéressant ou plus conforme à ce que la censure voulait aussi. Mais ça aussi. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que dès le départ, avec ce premier chapitre qui portait sur Jean-Paul Sartre et ses propos sur le jazz, c'est esquissé assez rapidement une sorte de thématique fondamentale du livre qui est le jazz en dialogue avec d'autres formes d'expression artistique. Et qu'est-ce qu'on raconte sur le jazz en littérature? Chez Jean-Paul Sartre, chez Gailly, par exemple, parce qu'il y a un chapitre sur Gailly, dans ses livres Bebop puis Un soir au club, Christian Gailly, un romancier français. Puis, qu'est-ce qu'on en raconte au cinéma? Qu'est-ce que Spike Lee raconte, par exemple, dans Mo Better Blues, qui pour moi est un film merveilleux. Donc, c'est souvent des cas particuliers, les cas, par exemple, Chet Baker, Lee Morgan. On connaît leur histoire, on peut lire leur histoire, on peut lire des biographies extrêmement fouillées. Et puis après ça, on est confronté à des films qui nous proposent des versions romancées, des versions embellies, des coins arrondis, ou pas du tout dans le cas de Lee Morgan, puisqu'il s'agit d'un documentaire très sérieux justement sur son assassinat, sur ce qui a mené à son assassinat. Donc, moi, ça m'intéressait justement de prendre la musique et de voir qu'est-ce que cette musique-là a généré dans les autres formes d'art. Oui, puis effectivement, quand vous abordez le travail de Spike Lee particulièrement, mais aussi tout le chapitre sur Michel Legrand, puis sa relation qu'il avait avec Miles Davis, c'est fascinant, là, c'est une époque... c'est pour ça que tantôt j'ai fait un lapsus, mais c'est presque un roman, votre livre, là aussi, ça nous conduit. Ce sont des histoires, sauf que ce sont des histoires vraies, entre guillemets, j'ai rien inventé. Je raconte des histoires que je connais. Quel est le rapport de Miles Davis avec les arts visuels? Il est peintre, il a écrit des musiques de films, il a travaillé avec Michel Legrand, entre autres, sur Dingo. Et donc, à travers ce fil conducteur-là, je parle à la fois de sa musique et des échos qu'on en retrouve soit sur un écran ou soit sur une toile. Et puis, c'est toujours le même principe d'un chapitre à l'autre. Est-ce que... je me posais comme une question quand je lisais le livre, le lectorat, qui peut être intéressé par une œuvre comme De préférence la nuit? Est-ce que c'est quelqu'un qui est érudit, quelqu'un qui est néophyte, qui va en apprendre? C'est qui vous visez là? Moi, je pense, d'abord et avant tout, ça vise quelqu'un qui s'intéresse au jazz et à toute l'histoire de cette musique-là. Là, savoir si on est néophyte ou érudit, ça c'est autre chose. Peut-être que l'érudit va le lire pour essayer de trouver mes fautes ou mes failles. Peut-être que le néophyte, lui, sera simplement content de se faire raconter ces histoires-là, qui sont toutes, à mon avis, des histoires passionnantes. Et le défi, c'était de pouvoir les rendre aussi passionnantes qu'elles m'avaient passionné quand je lisais ou que je regardais les films ou les pièces de théâtre ou les émissions de télévision qui sont toutes évoquées dans ce livre. Vous avez demandé à Gilles Archambault de signer la préface. Gilles Archambault, qui est associé quand même beaucoup avec le jazz lui aussi, qui est un grand auteur, mais qui est aussi un grand, érudit là, du jazz, qui a animé une émission aussi à la radio.
ça allait de soi, ça? C'était l'idée de Robert Lévesque. Robert Lévesque, quand il a eu finalement le manuscrit, et il l'a eu aux alentours de Noël, c'est son cadeau, donc à la fin de 2018, je lui envoie le texte et il a commencé à le lire et il me dit bon, est-ce que tu penses que Gilles Archambault serait intéressé à faire la préface, considérant que ces dernières années, je me suis beaucoup rapproché de Gilles Archambault, on a travaillé sur beaucoup de projets, il est devenu un invité presque régulier à l'émission que j'anime et je lui dois beaucoup. Adolescent, quand j'ai commencé à m'intéresser au jazz, c'est lui qui animait les émissions à Radio-Canada. Et donc, je l'ai connu d'abord à la radio. Ensuite, en étudiant en littérature, j'ai découvert l'écrivain qu'il était. Et bon, ces dernières années, on a fait des spectacles littéraires ensemble. On s'est côtoyés. Il nous arrive d'aller manger ensemble. Et donc, j'ai dit, bon, je peux bien lui demander, en réponse à ce que me suggérait Robert Lévesque. Et Archambault a accepté tout de suite, ce qui m'a beaucoup flatté parce que c'est une sorte d'hommage venant de quelqu'un que j'admire beaucoup, qu'il accepte comme ça de dire quelques mots sur ce livre. Et je dois avouer que quand j'ai reçu la préface, quand il m'a envoyé son texte par courriel, j'ai eu la gorge serrée à lire ses propos sur le livre. Si bien que quand le livre a été lancé au Festival international de la littérature, on avait demandé à Gilles Archambault d'être avec nous pour lire sa préface avant la soirée où moi je lisais des extraits accompagnés par des musiciens qui donc jouaient les musiques dont il était question dans les extraits évoqués. Vous dites vers la fin de votre récit d'histoire, même si dans la catégorie intérêt général, vous dites que aujourd'hui c'est peut-être plus autant le jazz que le hip-hop. Les jeunes vont trouver un petit peu ça vieillot, puis ça a quand même beaucoup évolué. Le jazz au Québec actuellement, parce que vous le mentionnez là, avec Dominique Rissémé, il y a quand même des gens là, qui sont qui travaillent encore dans ce genre-là. Et vous en feriez, si vous aviez une suite à écrire à votre livre, ça serait quoi? Ben, il y a encore plein d'histoires que je n'ai pas racontées dans ce livre-là, et on en a même retiré pour faire le livre. Donc, c'est possible de raconter, de prendre un autre angle d'attaque et d'aller vers ces autres histoires-là. Il est clair que ce livre-là porte beaucoup sur le jazz américain. On pourrait raconter des histoires sur le jazz québécois, on pourrait raconter des histoires sur le jazz en Europe, et ce serait d'autres histoires, par exemple Django Reinhardt, pourquoi est-ce que ce guitariste gitan, tout d'un coup, va révolutionner la manière de faire du jazz alors que c'est pas tout à fait la tradition musicale dont il est issu. Il y a plein d'histoires encore à raconter là-dessus, puis il y a un film en plus, donc je pourrais faire le même travail, dire qu'est-ce qu'on raconte sur Django Reinhardt au cinéma et qu'est-ce qu'il en était exactement. Mais je vous dirais que pour l'instant, en tout cas, je travaille à un autre livre qui peut être considéré comme la suite sans l'être, parce que depuis quelques années maintenant déjà, j'ai amorcé le travail avec Michel Donato, contrebassiste assez connu, pour raconter sa vie. Donc, je travaille à la biographie de Michel Donato, donc qui va être un survol aussi. Mais quand on parle de Michel Donato, c'est 60 ans et plus de carrière musicale en jazz, pas principalement, mais c'est quand même quelqu'un qui a joué aussi avec Edith Butler et Félix Leclerc. Donc, c'est jazz, c'est chansons populaire, il travaillait aussi un peu en musique classique. Donc, Michel Donato, c'est un beau panorama de tout ce que la musique a été pour un professionnel comme ça sur plus d'un demi-siècle. Ça veut dire que pour vous, Stanley Péa, littérature et musique, c'est un mariage parfait. Ben, ça l'est depuis longtemps. Il y a quelques-uns de mes livres qui se passent, mais je parle de mes livres de fiction maintenant. On pense à Zombie Blues, on pense Le temps s'enfuit. J'ai quelques livres de fiction qui se passaient dans des milieux musicaux parce que la musique me passionne depuis toujours, puis peut-être parce que je suis une sorte de musicien raté. Comme je n'en joue pas moi-même, je m'intéresse à ceux qui en jouent. Moi, sur la Marjolaine, le bateau. Déjà ouais, ben, c'est ça. J'avais joué un petit peu de trompette, mais on est loin de Miles Davis ou de Wallace Roney ou de Dizzy Gillespie. Si peu. Merci beaucoup, Stanley Péa. Puis, merci aussi d'avoir pris du temps pour parler de Préférence la nuit, qui est, rappelons-le, finaliste au prix Intérêt général du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci. Merci à vous et bon salon. Merci.